Bref de livres, 3 petits tours et puis lisons, une émission animée chaque semaine par Charlotte Cabot. Bonjour. Bref de livre vous parle aujourd'hui de Ruy Blas, drame romantique de Victor Hugo, représenté pour la première fois en 1838 au théâtre de la Renaissance. Alors le drame romantique, vous voulez en savoir un petit peu plus, j'imagine, eh bien il nous propose un théâtre le plus souvent historique où vont cohabiter tous les styles. Et c'est dans la préface de Cromwell qu'Hugo énonce ses grandes lignes. Il le définit comme une peinture totale du réel, avec un mélange des tons et des genres, selon lui nécessaire à la liberté de l'art. L'histoire, contrairement à la tragédie, va mettre en scène le peuple et pas seulement les puissants de ce monde, et ce sera donc le cas dans Ruy Blas. Alors vous voulez tous savoir qui est ce fameux Ruy Blas éponyme au destin si étrange. Alors, on part en Espagne, on est au XVIIIe siècle. Un grand d'Espagne, dont Salluste de Bazan, disgracié par la reine pour avoir séduit et refusé d'épouser une de ses demoiselles d'honneur, veut se venger, et c'est cette vengeance que Ruy Blas va nous raconter. Alors son noble cousin, don César de Bazan, un aventurier très chevaleresque, refuse d'entrer dans ses sombres desseins. Il l'envoie donc où ? Au Barbaresque, et il lui substitue son valet, Ruy Blas, qui aime la reine en secret. Voilà l'occasion rêvée. Son maître lui fait alors abandonner la livrée de valet, le revêt du costume des grands et l'introduit à la cour sous le nom de César. Vous vous souvenez ? César, le cousin exilé malgré lui. Quelle imprudence ! Le laquais laisse à son maître 2 billets écrits de sa main, la reconnaissance qu'il est son valet, elle lui obéira en tout, et une invitation pressante à une dame aimée, soi-disant pour le compte de son maître. Quand il lui ordonne de plaire à la reine et de devenir son amant, le laquais entre à son insu dans un piège où il compromettra son honneur et celui de la reine. La reine ? Ah ben elle s'ennuie. Elle rêve à cet inconnu qui lui dépose chaque nuit un bouquet de fleurs auquel il a joint cette fois une lettre d'amour. Quand Ruy Blas, devenu écuyer du roi, lui apporte un billet de celui-ci, parti à la chasse, elle reconnaît l'écriture de son inconnu. Commence alors la prodigieuse ascension du laquais, alias don César de Bazan, qui devient Premier ministre et bien sûr provoque la jalousie des grands du royaume. Au conseil du gouvernement, il surprend les malversations infâmes des ministres et les fustige de son mépris. Mais la reine était cachée dans sa cabinet dérobée, elle a tout entendu. Elle avoue à Ruy Blas son amour et lui, fou de bonheur, savoure cette délectation. Mais c'est alors que surgit don Salluste, qui humilie son valet en lui rappelant son rang. En effet, une lettre de sa propre main témoigne de sa condition et permet à Salluste de poursuivre sa machination. Rendez-vous dans une maison secrète pour y attendre ses ordres, et en cas de refus, sa liaison avec la reine serait rendue publique. C'est l'heure pour Salluste d'utiliser le second billet de Ruy Blas, invitant la reine à un rendez-vous secret. Ruy Blas comprend que Salluste s'est servi de lui pour déshonorer la reine et dépêche vers elle don Guritan, son rival d'autrefois, pour qu'il veille sur elle. Mais voilà, nous sommes dans le drame romantique, je vous l'ai dit. Et rien ne se passe comme prévu. Et c'est précisément l'imprévisible qui s'invite dans ce logis secret, avec le retour de don César, le vrai cette fois, évadé d'Afrique, un Père Noël inattendu qui descend par la cheminée. Ah, le conte de fées ne dure que le temps d'un soupir. Quand Salluste apprend ce quiproquo de malheur, que c'est lui, le vrai don César, et non point Ruy Blas, le faux, qui attend le rendez-vous amoureux avec la reine, eh bien, qu'est-ce qu'il fait ? Il le renvoie au Barbaresque. Malheureusement, la reine tombe quand même dans le piège de Salluste, qui la surprend à minuit avec son amant, Ruy Blas, le faux César, le vrai valet. Il menace, elle veut abdiquer, c'est le moment que choisit Ruy Blas pour se démasquer et révéler qui il est. Alors, il tue le traître avant d'absorber le poison, la reine, désespérée par la mort de celui qu'elle aime, lui pardonne. Ah ben oui, on est en plein drame, c'est le sujet, non ? Son rythme haletant, sa truculente galerie de personnages, ses thèmes qui nous ramènent quoi qu'on fasse à la passion amoureuse, son écriture, qui nous emporte comme les événements qu'elle décrit, ne nous laisse pas un instant de répit. Alors il y a un trio de personnages au centre de l'œuvre. Ruy Blas, le valet, son maître, Salluste et la reine d'Espagne, c'est-à-dire l'amoureux, le traître, la femme. Mais tout l'art de Victor Hugo consiste à faire que derrière ce trio, il y ait un trompe-l'œil qui fausse tout le jeu. En effet, d'un coup de baguette magique, Ruy Blas devient don César de Bazan, avec pour mission de séduire la reine. Mais pendant ce temps,
Le vrai Don César est en exil forcé. Ruy Blas est donc 2 hommes à la fois, usurpateur d'identité, usurpateur de statut. Il n'en demeure pas moins que son double existe ailleurs et peut refaire surface à n'importe quel moment et brouiller les cartes. La reine d'Espagne incarne à la fois le pouvoir, et à ce titre elle disgracie Don Salluste, mais elle est en même temps l'objet d'une machination, dont elle ignore tout. En fait, il n'y a que Salluste de fidèle à lui-même dans son statut de grand en disgrâce. Il est l'élément fixe autour duquel gravitent tous les autres, maître d'un piège qui se referme et maintient le suspense jusqu'à la fin. Ce qu'il ne maîtrise pas, cependant, c'est cette faculté du grotesque à se retourner en sublime. Il joue avec ses marionnettes qu'il déplace sur l'échiquier de sa vengeance, mais s'il peut encore sauver sa mise avec le retour inattendu de son neveu au 5e acte, il n'a aucun impact sur l'amour de son valet pour la reine. Pour Ruy Blas, le masque est au service de l'amour. Dans un premier temps, il lui permet d'aborder la reine et de la servir, mais quand Salluste veut l'utiliser pour la compromettre et la déshonorer, alors Ruy Blas jette l'oripeau dont Salluste l'avait revêtu et devient ce qu'il est, le ver de terre amoureux d'une étoile qui choisit la mort pour sauver celle qu'il aime. C'est pas beau ça ? C'est ce qui nous attache à ce drame où l'amour opère sa catharsis sur tous les sortilèges. Contrairement à Salluste, qui ne saurait renoncer au pouvoir, Ruy Blas choisit de le perdre pour recoïncider avec sa vérité profonde de valet amoureux de l'inaccessible étoile. Mais le ton est donné dès la scène 2 de l'acte 1, avec le refus de Don César de Bazan de compromettre une femme. Je vis avec les loups, non avec les serpents. Avec l'aveu également de Ruy Blas à la scène 3. Dans le gouffre où mon destin m'entraîne, plonge les yeux. Je suis amoureux de la reine, dit-il à Zaffari. Et la reine, elle n'est pas en reste, hein. Quand elle reçoit le billet du roi, ce billet doux dont elle frémit déjà, elle lit ces mots. Madame, il fait grand vent, et j'ai tué 6 loups. Elle désespère devant pareils mots d'amour. Cependant, celui qui a écrit ces mots sous la dictée, et en est le messager, n'est autre que Ruy Blas, le faux écuyer du roi. Et cette scène de reconnaissance où rien ne manque, ni la lettre, ni la blessure, ni la dentelle, ni la fleur bleue d'Allemagne, scelle le fil conducteur de l'amour masqué, d'autant plus fou qu'il est impossible. Alors l'acte 3, c'est le point d'orgue de cette toute-puissance de l'amour qui déferle au premier plan et rend étrangement secondaire les rouages de la politique. L'apparition inattendue de Ruy Blas au festin des grands qui se partagent le royaume, foudroie l'assistance, et ce « Bon appétit, messieurs !» n'a pas pris une ride jusqu'à nos jours, où il est plus que jamais d'actualité. La tirade est puissante, les grands se taisent, mais l'essentiel se joue ailleurs. Derrière cette tenture de Ruy Blas a surgi, et d'où surgit à son tour la reine, créant un effet d'écho fusionnel et d'intimité, où Ruy Blas, alias Don César de Bazan, avoue son amour. L'enjeu politique passe instantanément au second plan, et même si Ruy Blas ne démasque pas encore son identité, une oreille bien avisée l'eût entendu. « Je vous aime de loin, d'en bas, du fond de l'ombre. » Quand les aveux mutuels sont consommés, surgit le diable en la personne de Salluste. Ruy Blas, humilié par son maître qui le ramène à son statut de laquais, comprend qu'il s'est joué de lui, mais en dépit des apparences, un nouveau maître est né qui va combattre le premier et contre lequel on ne peut rien, l'amour, à présent partagé entre une reine devenue femme et un valet devenu chevalier. L'adoubement, cette fois, ne naît pas du déguisement, mais du mérite et de l'admiration suscitée par la noblesse des sentiments. La disgrâce de Salluste est annoncée, quels que soient les funestes présages pesant sur l'avenir. Alors, pour se reposer un 4e acte en détente, en somme, au paroxysme de la crise, malgré ce 4e acte détente, la machination de Salluste semble aboutir à l'acte 5, où la reine est entrée à son insu dans le logis secret et dans la machination du courtisan déchu. Salluste se découvre. La reine est prête à signer sa propre disgrâce, mais Ruy Blas, tout à coup, fait tomber les masques. « Je m'appelle Ruy Blas et je suis un laquais. » Puis il tombe à genoux aux pieds de la reine, la suppliant de lui accorder son pardon, qu'elle lui refuse évidemment, avec cette triple anaphore du « jamais ».
Comme les 3 coups annonçant le début de la pièce, cette anaphore scelle un dénouement dramatique où Ruy Blas n'est plus qu'un valet indigne dont l'aveu n'efface pas les mensonges passés. D'ailleurs, l'adjectif triste du latin tristis, funèbre, signifie assez que cette impossible passion n'a pas d'autre issue que la mort. Alors il vide d'un trait la coupe funeste. Mais la reine, éperdue, crie son nom dans cet instant tragique, Don César! Mais ce n'est pas le nom de l'homme qui meurt, et la rédemption est vaine si elle s'adresse à une ombre. La scène s'accélère parce que l'urgence est là. Don César devient César, apostrophe plus familière, le tutoiement remplace le vouvoiement, et la reine accorde son pardon, son amour et sa confiance. César, je te pardonne et t'aime et je te crois. Malheureusement, c'est à César encore qu'elle adresse ces mots. C'est pourquoi le valet réaffirme son identité de valet, et quand enfin la reine l'appelle par son nom, la rédemption est en marche, car en le nommant Ruy Blas, elle le fait exister à ses yeux en tant que tel, valet méritant l'amour de sa souveraine, ver de terre accepté par l'étoile, et de ce fait digne d'un amour réciproque, qui brise toutes les rancœurs et toutes les barrières sociales. La scène s'achève de façon très romantique, avec le langage des corps qui se mêle aux paroles, et ce dernier mot de Ruy Blas à la reine, merci, concrétise un Cendrillon à l'envers, où le rôle tutélaire est tenu par une femme. Pour conclure, dans Ruy Blas, Hugo invite l'histoire et propose une réflexion politique déjà amorcée bien avant lui, avec Molière, dont les laquais sont fort impertinents et s'opposent à leur maître, avec Marivaux, qui joue sur ce thème du double et du masque, avec Beaumarchais, qui dresse Figaro en face du comte Almaviva. Ruy Blas passe donc un message éminemment politique, et l'absence quasi permanente du roi à la cour dit fort bien la vacuité du pouvoir, guettée par toutes les ambitions. Le public de la monarchie de Juillet est invité à réfléchir sur ce déclin annoncé de la royauté. Cette intrigue se nourrit aussi de Faust, qui passe un marché avec le diable, comme le valet passe un marché avec Salluste. Le billet où il atteste de sa condition de laquais ressemble en tout point au pacte par lequel Faust vend son âme au diable, sauf qu'il ne le sait pas, ce qui facilitera la rédemption finale. Avec Ruy Blas, dont le nom met en lumière le thème du double, Ruy signifiant noble et Blas roturier, une force nouvelle s'est levée qui incarnerait le peuple, sauf que les temps ne sont pas encore venus, ce qui explique l'échec du personnage comme celui partiel de la Révolution française. Comme le dit Hugo, le peuple a l'avenir, mais il n'a pas le présent, même si les masques tombent et que la vérité et l'amour triomphent. N'hésitez pas à aller voir le film de Gérard Houry, La folie des grandeurs, réalisé en 71 avec Yves Montand dans le rôle de Ruy Blas. C'est la face comique du drame, mais on y retrouve tout l'esprit du texte d'Hugo. La prochaine fois, nous parlerons du village de l'Allemand, texte de Boualem Sansal. Au revoir.